quels sont désormais les rapports que nous entretiendrons avec l'OTAN? Alors, vous me parlez de l'OTAN, je viens de parler d'indépendance de l'Europe, il faut parler effectivement d'indépendance de la France. Nous avons opéré un virage sur l'aile à 180 degrés par rapport à la politique du général de Gaulle, mais ou à la politique gaulliste ou à la politique gaullienne, qui était celle de maintenir la France au rang des puissances, même des grandes puissances, de par son autorité mondiale, de son autorité morale, devrais-je dire, et de par sa capacité, son potentiel industriel et économique. Et aujourd'hui, bien sûr, EADS marche bien, mais vous savez qu'on va délocaliser EADS vers la zone dollar et toutes nos grandes industries. Cette politique d'indépendance économique n'est rien que moins assurée en raison des délocalisations qui se font de façon absolument massive. Je vais arriver à l'OTAN, hein, la question que vous m'avez posée. Donc nous avons tourné le dos à cette politique d'indépendance et en renonçant à cette souveraineté pour entrer dans une Europe qui sera une Europe fédérale, c'est-à-dire une Europe dans laquelle nous n'aurons plus le véritable choix de nos choix en matière de politique extérieure, en matière de défense. Et là, vous avez raison. Alors, l'OTAN, c'est un très bon exemple, mais ça, nous sommes en dehors du traité européen. La France se propose, d'ici quelques semaines ou quelques mois, de rentrer dans le commandement intégré de l'OTAN. Alors, on va dire, mais nous avons toujours fait partie de l'OTAN, c'est la vérité. Mais le commandement intégré signifie que nous sommes sous la tutelle ou sous commandement direct des grands patrons américains. Ce à quoi De Gaulle avait renoncé, si je me souviens bien, c'était en 1957. Je dis, c'est peut-être une erreur, mais ça devait être 1956 ou 1957. Les bases américaines avaient été fermées et le commandement de l'OTAN avait été déménagé en Belgique, à Bruxelles, dans la banlieue de Bruxelles. Alors, il est vrai que ça fait longtemps que la France commence à renoncer à bas bruit, en silence, à cette indépendance en matière de sécurité, puisque par exemple, la France est actuellement en guerre, et l'Europe, il ne faudrait pas l'oublier, l'OTAN combat en Afghanistan. Bien sûr, me direz-vous, sous couvert d'une opération de maintien de la paix ou de restauration de la paix, mais on peut changer les mots, ça ne change pas les réalités. Hein, on peut parler de paix, en fait, cette guerre se prolonge, et nous sommes, l'OTAN, en tant que Français, membres de l'OTAN, nous sommes sous commandement américain. Donc nous avons participé également, en 1999, dans le cadre de l'OTAN, à la première guerre intra-européenne, donc à l'intérieur de l'Europe, contre la Serbie. C'était à l'époque encore la fédération yougoslave, puisque ni le Kosovo qui est en train de sortir, ni le Monténégro ne s'étaient séparés de la Serbie. Donc l'achèvement du processus de démantèlement de la fédération yougoslave s'est parachevé par cette guerre du printemps 1999, sans mandat des Nations Unies. C'était une guerre illégale, conduite par une alliance dont la vocation est une alliance défensive. Je parle de l'OTAN. Nous étions sous commandement américain. Donc en fait, si aujourd'hui nous regagnons le commandement intégré, c'est-à-dire si nous repassons sous le commandement des Américains, non seulement la Grande Amérique pourra nous entraîner dans les guerres qui lui conviendront, qui sont des guerres de conquête, sous couvert aussi de guerre mondiale au terrorisme. Bien sûr, le terrorisme existe, mais doit-on asservir, écraser des pays comme on l'a fait avec l'Irak pour prétendument combattre le terrorisme? Ça, c'est une autre affaire. Donc, nous allons perdre notre indépendance, et définitivement, en matière de sécurité, en réintégrant ce commandement de l'OTAN. Et vous avez parfaitement raison, je pense qu'il faut mettre cela en parallèle avec ce traité bis que l'on va signer, qui est une constitution qui n'ose pas dire son nom, bien entendu. Donc de ce point de vue-là, on peut considérer d'ailleurs que c'est une arnaque. Une fois qu'il sera signé, quels pourraient être les recours éventuels des peuples pour le modifier, voire
purement et simplement le supprimer? Alors, vous posez une question qui est importante. Signature n'est pas ratification. Il faut que les deux chambres, la haute et la basse, les députés et les sénateurs, avalise cet accord, c'est-à-dire qu'il le ratifie. Une fois qu'il sera ratifié, il s'imposera à notre loi organique et même, le cas échéant, à notre constitution, qui, vous savez, est en cours de modification. Toujours Monsieur Balladur. Monsieur Balladur est un orfèvre en la matière, puisqu'il est en train de nous préparer une réforme constitutionnelle, donc on va passer littéralement à une 6e république, qui là aussi peut-être ne dira pas son nom, juste après, la réforme est prévue pour après les élections municipales. On ne veut pas trop choquer les Français avant. Eh bien, le recours, c'est que même si demain le traité sera signé par 26 nations, 26 États européens sur les 27, eh bien, qu'il y ait une large mobilisation, comme il y en a déjà une au Royaume-Uni, qui est très importante, mais dont les médias, comme par hasard, ne nous rendent pas compte. Eh bien, il faudra que cette mobilisation essaye de bloquer cette ratification. En promouvant, peut-être en aidant nos amis anglais à imposer à M. Gordon Brown un référendum, puisque curieusement ce sont les travaillistes, les hommes de gauche, alors qu'on sait très bien que la construction européenne n'est pas une construction sociale, c'est même une construction résolument antisociale, quelles que soient les intentions déclarées, eh bien aider l'opposition britannique à imposer à M. Gordon Brown un référendum. Voilà, par exemple, ce serait une façon, mais ce n'est pas en nous réunissant dans des gymnases, dans des halls de gare ou dans des amphithéâtres à la Sorbonne que nous parviendrons à quelque chose. Il faut une réelle détermination. Je ne crains que chez nous, ceux qui se nomment les souverainistes, qui ont souvent d'authentiques convictions, ne fassent en fait un petit peu fond de commerce de ces convictions et ménagent leurs intérêts, leur position sociale, leur position politique. Certains sont des élus européens, voire des élus au Parlement, et ne ménagent la chèvre et le chou, et on donne un peu un os à ronger à la grogne populaire. En un mot, je dis, craignons chez nous la trahison des élites et la trahison des clercs.